Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de l'actualité, ce terrible assassinat d'un couple de fonctionnaires de police survenu lundi en métropole. Un acte terroriste qui a provoqué une vague d'émotions tant sur le territoire national qu'en Outre-mer. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors 7 mois après les attentats du 13 novembre 2015, la France est désormais et une nouvelle fois frappée par le terrorisme. On le voit face à la menace de plus en plus grandissante, de nombreuses questions se posent, notamment en matière de défense. Alors on en parle plus amplement tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 15 juin. Après le violent assassinat de 2 policiers à Magnanville, un hommage a été rendu à Mayotte ce jour. 1 minute de silence a été respectée au commissariat de Mamoudzou et à la préfecture de Petite et Grande Terre. Un moment émouvant qui rappelle à quel point la menace terroriste pèse toujours et frappe de manière de plus en plus anarchique. Les agents techniques de la mairie de Koungou sont en grève depuis plus d'1 mois. Ils continuent de protester dans l'indifférence générale contre leur intégration exigée par le maire au sein du CIDEVAM 976. Cela fait désormais 2 mois qu'ils ne sont plus payés. Tandis que les 2 parties campent sur leur position. Le point dans votre journal. Le baccalauréat série générale a débuté ce matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. À cette occasion, nous sommes partis à la rencontre des candidats du lycée de Mamoudzou qui vivent de manière très différente cette quête du Graal. Reportage à la fin de cette édition. Et en début d'après-midi, 1 minute de silence a été respectée en hommage aux 2 fonctionnaires de police assassinés par un djihadiste lundi. À la préfecture de Petite Terre et Grande Terre ainsi qu'au commissariat de Mamoudzou, l'émotion était très vive face à l'horreur de ce nouvel acte terroriste. Le préfet et le secrétaire général de la préfecture ont notamment lu un message du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Jessica Schneider ont été victimes et horrifié tous les Français. Des commissariats, de bureaux, de monde de la jolie. L'émotion était palpable lors de cette minute de silence en hommage à Jean-Baptiste Salvin, 42 ans, et Jessica Schneider, 36 ans, tous 2 assassinés de sang-froid par un terroriste de l'État islamique devant les yeux de leur enfant. De nombreuses personnalités du département étaient présentes cet après-midi à la préfecture ainsi qu'au commissariat de Mamoudzou. Une manière de faire front face à cette barbarie. On a de la colère, ça c'est très clair, on a de la colère. Les mots nous manquent, on n'a pas les mots pour qualifier ce barbarie, sachant très bien que c'est une idéologie tout simplement sanguinaire qui amène à la disparition de nos collègues en les laissant donc un enfant de 3 ans comme orphelin. Cela est inadmissible. Mais en même temps, cela nous donne la force de croire au combat qui nous réunissent tous. En tout cas, nous garderons toujours notre courage constant pour faire en sorte que les choses changent. Nous devions ici de leur rendre hommage, ces policiers chargés de notre sécurité qui ont été froidement et lâchement abattus. C'était important de leur rendre hommage. Bien évidemment, nos pensées à leur famille et nos pensées à tous les Français, j'ai envie de dire, qui sont touchés par cet acte odieux, encore une fois. Aujourd'hui, l'État islamique frappe partout en ciblant des symboles de la République française, à l'image de ces 2 hauts gradés de la police nationale. Mayotte étant un territoire français, le risque zéro n'existe pas, d'autant que la porosité des frontières a de quoi inquiéter. C'est vrai que Mayotte n'est pas épargnée par le risque terroriste et effectivement toutes les dispositions doivent être prises pour que nous, à l'instar de tous les Français, nous soyons épargnés. Mais c'est vrai, compte tenu des faiblesses de notre frontière, ce risque est existant et il ne faut jamais céder à la peur parce que sinon on ne vit plus, mais il faut être vigilant. Le terrorisme ne doit pas avoir le dessus sur nous, ça c'est quelque chose de très important. Le capitaine Shaharoumani Chamassi partage l'avis du sénateur et en appelle à la solidarité de tous les citoyens face à la menace.
Je dirais que le risque zéro n'existe pas. Oui, Mayotte aussi est concernée. Tout est possible. Ça peut être nous, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Vous savez, quand on a l'ennemi à l'intérieur, ce n'est pas évident de déceler. Mais en tout cas, ce qui compte beaucoup, c'est non seulement le courage et également un esprit que je dirais d'entraide et de solidarité pour faire en sorte qu'on puisse tous faire face à cette menace. Faire front tout en restant vigilant sans céder à la peur. Voilà bien la seule chose que peuvent faire les citoyens contre cette barbarie. Et toujours en rapport avec ce double assassinat, il s'avère que le tueur, un djihadiste nommé Larossi Abala, avait déjà été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis en 2013 pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. Et cette nouvelle affaire soulève donc de nombreuses questions, notamment quant à l'efficacité de la défense intérieure face au terrorisme. Alors qu'il était fiché S et sur écoute, Larossi Abala a tout de même pu passer à l'acte. Pour le capitaine de police Chamassi, la loi doit évoluer et mieux s'adapter à la lutte contre le terrorisme, notamment pour des policiers bien souvent démunis face à ces soldats de Daesh. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. Il faudra que les choses évoluent rapidement parce que nous sommes dans un monde de barbarie aujourd'hui. Il faudra que les sanctions suivent également. Nous voyons très bien ce qui se passe dans d'autres pays. C'est pas la même chose. Par contre, en France, oui, il y a des sanctions lourdes, mais nous pensons que c'est pas assez lourd. Il faudra qu'on voit les choses autrement. Mais sans exclure quand même que nous avons une justice d'homme, qu'on peut se tromper, ça peut arriver. Mais ce côté-là, il faudra absolument que les choses évoluent rapidement. Nous, au niveau de la légitime défense, au niveau policier, tout le monde sait très bien. C'est en fonction de ce qui est en face. Le gendarme a la possibilité, par exemple, lorsqu'un véhicule fonce sur eux, de pouvoir utiliser son arme facilement. Nous, on n'a pas cette possibilité-là, par exemple. Vous voyez, bien sûr, il y a leur statut militaire qui fait la différence par rapport à nous, parce que nous ne sommes pas des militaires. Mais n'empêche, la situation aujourd'hui est telle que ces deux forces, de toute façon, travaillent ensemble, vous le savez très bien, et la politique de notre gouvernement, qu'on remercie là-dessus, est d'accentuer la manière de pouvoir travailler ensemble en toutes circonstances et quelle que soit la zone. Donc, il serait de toute façon judicieux qu'on puisse utiliser aussi nos armes de la même manière. Alors Pierre, on l'a vu, un acte qui est survenu sur le territoire national. On parle de cette défense intérieure. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce que les policiers ont les moyens d'assurer cette défense? C'est une question qui se pose au niveau national, mais également à Mayotte notamment. Oui, alors à Mayotte, effectivement, on l'a dit déjà plusieurs fois, la porosité des frontières fait que, effectivement, la menace peut exister, mais elle existe sur tout le territoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit, ces attaques, elles deviennent de plus en plus anarchiques, alors elles sont ciblées toujours, mais effectivement, là, c'est de plus en plus compliqué, puisqu'ils s'attaquent à des personnes qui représentent aussi un symbole, en l'occurrence des policiers, qui représentent l'ordre, qui représentent cet État, qui représentent cette République. Donc voilà, c'est de plus en plus compliqué. Maintenant, il ne faut pas tomber dans la psychose, encore une fois, le sénateur l'a dit, on le répète, il s'agit d'actes terroristes, là en l'occurrence, qui sont isolés. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même cette personne était suivie, était fichée S, avait déjà été condamné pour terrorisme. Il avait notamment entraîné et tenté de recruter pour Daesh. Donc voilà, donc là on s'étonne et on se pose quand même beaucoup de questions sur effectivement notre sécurité intérieure. Maintenant, on sait la complexité aussi de cette lutte contre le terrorisme. On sait beaucoup sont rentrés aussi avec la vague de migrants. On sait que voilà, ils sont très difficiles à cibler. Ils sont très difficiles également à trouver. Ils sont un peu partout. Ça peut être tout le monde, n'importe qui. C'est aussi là la grande problématique et c'est pour ça qu'on a tant de mal à lutter contre le terrorisme. On le voit, les modes opératoires sont également très différents. Les modes opératoires sont également très différents, ce qui complique encore la tâche des forces de l'ordre, des renseignements aussi. Et du coup, on est dans une situation où aujourd'hui, on a une lutte qui est au niveau international aussi, il faut le dire, parce que Daesh frappe partout. On en a très peu parlé, mais il y a eu également cet attentat aux États-Unis, à Orlando. Alors, encore une fois, ce sont des cibles, c'est-à-dire que Daesh travaille de manière très méthodique. Alors je parle de travail, c'est terrible, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont très méthodiques, ils attaquent des symboles, ils attaquent, en l'occurrence aux États-Unis, c'était la communauté homosexuelle. On sait qu'ils sont très très ciblés là-dessus parce qu'ils sont dans une logique où ils veulent imposer un mode de vie, ils veulent imposer une certaine religion. Et donc à partir de là, ils s'attaquent aux symboles qui ne correspondent pas, selon eux, à leur religion, à leur manière de voir l'islam. Voilà, maintenant, effectivement, ce sont avant tout, il faut le répéter, des barbares. Et pour lutter contre ça, il faut surtout ne pas tomber dans la psychose et tenter d'être toujours vigilant, comme le disait le sénateur. Mais on parle beaucoup Mayotte, on est très...
bon, il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de psychose, parce que c'est ce qui est recherché, une nouvelle fois, c'est vraiment ce qui est recherché. Après, peut-être parler aussi de cet hommage, c'était un hommage très émouvant. Justement, à Mayotte, avec notamment ce secrétaire général qui était vraiment très ému, Bruno André. Il a eu beaucoup de mal avec ce discours, à faire ce discours. Alors, il faut savoir que ce discours, c'est un message écrit par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est lu par effectivement des représentants de l'État, comme le secrétaire général de la préfecture, le préfet. Ils ont tous lu le même. Il n'y a pas eu derrière d'intervention, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu parler, n'ont pas souhaité parler, ils ne peuvent pas parler derrière ça. C'est vraiment le ministère de l'Intérieur qui communique uniquement. On ne peut pas tout dire n'importe quoi aussi. C'est aussi ça, dans ces moments-là, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Du côté des policiers, est-ce qu'on a réussi à avoir certaines réactions? Est-ce que les policiers aujourd'hui se sentent visés peut-être? Oui, c'est aussi un autre point, Amina, c'est qu'effectivement, ces policiers, eux, se sentent complètement démunis parce que, il en parlait, Charoumani Chamassi, la légitime défense est différente pour eux de celle des gendarmes. Donc notamment le degré de légitime défense, à quel moment on a le droit, on est dans de la légitime défense, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, il va falloir à un moment donné s'adapter à ce contexte de guerre internationale contre l'État islamique et contre toutes les organisations terroristes, parce qu'il y a l'État islamique, mais il y en a d'autres. Donc on est quand même dans une situation terrible, à la fois des mouvements sociaux un peu partout, des sociétés qui ont du mal, et en plus ce terrorisme, donc forcément on a vite tendance à tomber dans la peur, dans la psychose, et c'est surtout ce qu'il faut éviter parce que c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Merci beaucoup Pierre, vous restez avec nous et on continue avec les agents du service technique de la mairie de Koungou qui sont toujours en grève depuis le 10 mai dernier. Ils protestent contre leur transfert de la mairie au CIDEVAM 976. En effet, via un arrêté et dans le cadre de la mise en place de l'intercommunalité, certains agents basculent vers des missions désormais dévolues aux communautés de communes. Mais là encore, les agents du service technique sont catégoriques. Si transfert il y a, il doit s'accompagner de toutes les garanties nécessaires quant à leur ancienneté. Les précisions avec Pierre Bellucci et Nathanaël Quignon-Fleuret. Cela fait plus d'un mois que les agents du service technique de la mairie de Koungou ne travaillent plus. Ils protestent contre leur transfert au sein du syndicat de collecte des déchets, le CIDEVAM 976. Depuis le début de leur mouvement, le maire refuse de les payer puisqu'ils n'appartiennent plus à la mairie et refuse de signer l'arrêté qui les intègre au CIDEVAM. Une situation qui, pour les agents, n'a que trop duré. Le maire a fait des procédures comme quoi les compétences de service technique a été amenée à la CIDEVAM. Donc jusqu'à maintenant, situation administrative de nos situations, on ne le sait pas. Et le maire déjà, il nous avait dit il y a 2-3 mois de cela, si on ne signe pas nos arrêtés de transfert, on ne serait pas payé. Et voilà, c'est vrai, bon, on n'est pas payé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et en sachant que nous, on a des familles à nourrir, et on est dans un mois de Ramadan, donc on se sent lésé. Les agents de la mairie attendent donc que leurs représentants syndicaux trouvent une issue à une situation devenue invivable, mais l'affaire est très complexe. Écoutez, un transfert n'est jamais facile, hein. Il y a une procédure là-dessus, la réglementation est bien claire. Hein. Il n'est jamais facile là, donc là, on essaie de vérifier, en tout cas, si la procédure a été bien respectée. Ces agents, on va se rapprocher certainement dans les jours qui viennent du maire pour essayer encore une fois d'avoir des éclaircissements et puis de trouver une solution pour ces agents-là, parce que c'est des agents, hein, c'est des gens qui ont des familles, qui attendent, c'est des fonctionnaires qui ne savent pas où est-ce qu'ils sont dans leur situation administrative. Voilà, et puis on verra. Face à la complexité de la situation, le syndicat local a engagé plusieurs procédures afin qu'une issue judiciaire soit enfin trouvée. Nous avons constitué un dossier, nous allons interroger la CGT au niveau national qui va nous donner son avis. Nous avons notre dossier, nous avons notre avis, mais nous avons demandé l'expertise de la nationale. Et là-dessus aussi, ça n'exclura pas que nous, on est en train de voir aussi avec un avocat comment cette situation pour bien appréhender le problème. Voilà. Après un mois d'une grève dont personne ne parle, les agents sont épuisés et espèrent un dénouement prochain. Mais l'affaire n'est pas simple et aucun camp ne semble prêt à céder.
Alors Pierre, on vient de le voir, 1 mois de grève pour les agents techniques de la mairie de Koungou, ça fait beaucoup quand même là maintenant. 1 mois de grève et surtout 2 mois sans être payé. Ça fait énormément parce que 2 mois, surtout en cette période de Ramadan, il va y avoir l'Aïd bientôt qui va arriver et c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour ces agents. Alors c'est une grève qui fait pas du tout de bruit. On l'avait suivi au tout début. Et on se souvient, ils avaient bloqué la mairie. Ensuite, pendant 3 jours, le maire avait menacé d'envoyer les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre étaient venues sur place. Elles avaient expliqué qu'il fallait absolument qu'ils rouvrent les portes, sinon ils allaient devoir de force les évacuer. Ils ont continué à faire grève juste devant, alors sans bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enceinte, il n'y a pas de musique. Ils sont là, ils attendent surtout d'avoir une réponse parce que le problème, il est très simple, c'est est-ce que aujourd'hui, en intégrant le CIDEVAM 976, on rappelle que le maire à ce niveau-là ne fait qu'appliquer les transferts qui sont liés à l'intercommunalité, la mise en place de l'intercommunalité. Donc voilà, eux, ils demandent juste des garanties en termes de salaire, en termes d'ancienneté par rapport à leur poste actuel en tant qu'agent technique au sein de la mairie de Koungou. Et qu'est-ce qui bloque cette... Écoutez, ce qui bloque, c'est qu'ils ne veulent pas signer l'arrêté, que pour l'instant, ce qui bloque aussi et surtout, c'est que cette intercommunalité n'est toujours pas mise en place. On le sait, dans le Nord, c'est un chaos total. Il n'y a toujours pas eu d'élection, il n'y a toujours pas eu de convocation. Alors l'un des problèmes, c'est notamment que le maire, Hassani Bamkolo Sindou, est président du CIDEVAM 976 et par la même occasion ne peut pas se présenter en tant que président de l'intercommunalité, sauf qu'il souhaite être président de cette intercommunalité du Nord. Et forcément, il y a ce blocage-là, donc c'est un chaos total, on attend, on ne sait trop quoi exactement. En tout cas, il n'y a toujours pas de budget, toujours pas de bureau. L'État n'allouera aucun fonds pour cette communauté de communes, donc c'est quand même très très grave. On se souvient du Sud, mais que dire du Nord? Alors là, c'est vraiment un chaos total et un échec total. Alors, il y a peut-être aussi ça qui entre en jeu. En tout cas, aujourd'hui, les agents ne savent absolument pas à quel sein se vouer. Ils sont là depuis 1 mois, personne ne parle d'eux. Donc c'est vraiment très compliqué. Au niveau du maire aussi, apparemment, il n'y a plus trop d'échanges. De toute façon, il campe sur ses positions. Eux campent aussi sur les leurs. Donc on en est là. En tout cas, c'est vraiment une grève qui fait peu de bruit, mais qui pourtant est quand même assez dramatique un peu pour tout le monde. Et puis c'est vrai que c'est cette aussi intercommunalité, ces intercommunalités qui se mettent en place, mais qui n'ont pas forcément été préparées en amont. Alors c'est censé être un outil qui est de développement important pour Mayotte. Complètement, un outil de développement. Et on va en parler dans les brèves ensuite du SMIAM. On le sait qu'il est en pleine dissolution, que ce n'est toujours pas terminé. Alors là c'est vraiment l'inverse, c'est-à-dire que au niveau ces agents techniques de la mairie passent dans les intercommunalités. Donc ils sont transférés. Au niveau du SMIAM, c'est l'inverse qui se passe. Le SMIAM faisait un peu un office d'intercommunalité, c'est-à-dire qu'il avait ce pouvoir-là, l'aménagement du territoire dans son ensemble. Et ces agents-là vont passer du SMIAM aux communes avec finalement les mêmes missions. Alors là, on est dans le sens inverse et forcément, ces transferts posent des problèmes. On le voit et même au niveau juridique, c'est très compliqué. La CGTMA lance des procédures, mais ils ont besoin d'avocats pour savoir est-ce qu'il en est exactement. En tout cas, on va continuer de suivre ça de plus près quand même parce que c'est important et c'est assez étonnant ce qui se passe et que la situation n'évolue pas depuis 1 mois maintenant. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions et bien sûr comme vous le dites on suivra la situation de très près. Et depuis quelques mois maintenant, les accidents de la route ne cessent d'augmenter sur le territoire. La semaine passée, une jeune femme a perdu la vie et ce matin encore, aux alentours de 6 heures, un carambolage a eu lieu proche de la décharge en face de Jumbo Score. L'accident impliquant un scooter et une voiture a causé un énorme bouchon. Les pompiers sont arrivés sur place et ont pris en charge le scooteriste qui a dû être emmené au CHM. On écoute l'automobiliste impliqué dans l'accident au micro d'Abbas Alidi. Le scooter il a eu à double jeune rentré, tu perds de connaissances à Jalingia. Ah, gardez l'angle de la côte, à cause de ma garde, la scooter. Et on ne cesse de le répéter, prudence donc sur les routes. Et c'est l'heure maintenant pour nous de nous intéresser au reste de l'actualité de ce mercredi 15 juin. Je vous propose donc un petit tour d'horizon de l'actualité en bref. Hier, la préfecture de Mayotte s'est fendue du communiqué suivant. Le 13 juin 2016, une action de contrôle à l'importation a été menée conjointement par le service de l'alimentation de la DAF et le pôle concurrence, consommation
et répression des fraudes de la Diecte au port de Longoni. Cette opération a permis de vérifier la conformité phytosanitaire et la qualité des produits contenus dans 3 containers. La préfecture explique ainsi qu'une tonne de gingembre, 360 kg de songe, 500 kg de tomates et 460 kg de carottes présentaient des signes de putréfaction, les rendant impropres à la consommation humaine. Ces produits ne pouvant être commercialisés vont être livrés à un élevage en vue d'une mise à la consommation animale. Des centaines de kilos de nourriture viennent donc de partir en fumée, même si le communiqué oublie d'évoquer la publication d'un arrêté préfectoral le 13 juin dernier, sommant la société Somaco de détruire 28 tonnes d'oignons avariés venus d'Inde. Vendredi dernier, la nouvelle ligne directe Air Austral a été inaugurée. Si beaucoup y voient là un gain de temps considérable, cela peut également permettre d'offrir à la population de meilleures prestations et de nouvelles destinations. La concurrence grandissante pourrait en effet bénéficier aux voyageurs, notamment en ce qui concerne les prix. De son côté, le 24 juin prochain, la compagnie EWA Air doit d'ailleurs présenter ses résultats d'exploitation. L'occasion d'annoncer l'arrivée d'un second ATR 72-500 pour répondre aux besoins grandissants et proposer toujours plus de destinations et de souplesse à ses usagers. En effet, chaque nouvel avion acquis permet aux compagnies d'augmenter leur nombre de vols. À ce titre, une nouvelle ligne Mayotte-Tana devrait voir le jour courant octobre. Dans le domaine de la desserte aérienne, les bonnes nouvelles s'enchaînent ces derniers temps. Et espérons que ce ne soit là qu'un début. Le syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte n'est toujours pas mort. Le 15 septembre 2014, les maires se sont pourtant prononcés pour sa dissolution. Depuis, la liquidation qui devait intervenir 6 mois après la dissolution a connu de multiples mésaventures. L'État a alors nommé 2 liquidateurs, mais en février 2016, le premier jettera l'éponge, puis le second quelques semaines plus tard, tous deux incapables de dresser la liste complète des actifs et du passif restant. Faute de liquidation établie, le SMIAM respire encore et la Chambre régionale des comptes a noté qu'en 2016, il n'y avait pas de budget primitif arrêté pour le syndicat. Le 8 juin dernier, la préfecture a donc fourni une feuille de route financière au titre de l'exercice en cours. Le budget primitif 2016 est d'ailleurs équilibré à 0 et le syndicat continue lentement sa longue agonie qui le mène vers une mort assurée, laissant des dizaines de chantiers à l'abandon, sans compter les millions d'euros gaspillés. Et enfin, le coup d'envoi a été donné la semaine dernière pour les élèves des lycées professionnels. Ceux des filières générales et technologiques leur ont emboîté le pas aujourd'hui. Ce sont ainsi 3795 lycéens qui passent leur baccalauréat cette année à Mayotte contre 3438 l'an passé. Côté résultat, 2015 n'aura pas été l'année des records puisque Mayotte fermait la marche nationale et outre-mer avec seulement 69,8% d'admis. Loin derrière la Réunion, 85,2% et la Guyane, 84,6%. Et pour ce qui est des épreuves de ce matin, c'est la philo qui a ouvert le bal. Parmi les sujets proposés, pouvons-nous toujours justifier nos croyances? Ou encore, pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois? Ou même, une œuvre d'art a-t-elle pour but de représenter la réalité? Nous sommes allés à la rencontre de ces lycéens afin de connaître leur état d'esprit après cette première épreuve. Les réactions dans ce reportage d'Adèle Laurent. Le baccalauréat, Graal des lycéens, vu comme une étape vers l'indépendance et le passage à l'âge adulte. Ce matin, les lycéens ont commencé les épreuves par celle de philosophie. Travailler moins, est-ce vivre mieux? Pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire? Le désir est-il par nature illimité? Ou encore, pour être juste, suffit-il d'obéir aux lois? Les élèves avaient 4 heures pour répondre à des questions philosophiques. Samra et Loris nous expliquent leur choix de sujet. Ça parle de la loi et ça parle aussi de la justice. C'est un peu comme la vie d'actuel, tout ce qui se passe à Mayotte. Moi j'ai pris un sujet qui concernait le désir. Et ça m'inspirait pas mal. C'est pour ça aussi que je suis sorti tôt. Je pense avoir réussi. Après, il ne faut pas s'avancer avant d'avoir les résultats, mais ça devrait bien se passer. Pour les lycéens musulmans, passer le bac tout en faisant le ramadan peut constituer un atout comme un défi. Normalement, quand il n'y a pas le ramadan, je suis du genre à sortir. Mais pendant le ramadan, vu que j'ai faim, je vais rester à la maison. Et comme ça, je vais prendre du temps pour réviser. Et à le ramadan et tout, du coup pendant la journée on ne peut pas trop se concentrer.
Du coup, c'est plus vers le soir que ça se passe, après avoir mangé. Vu qu'on fait le ramadan, ça nous permet de rester à la maison et réviser, vu qu'on n'a rien à faire. C'est pas évident quand on a un enfant à la maison qui nous dérange un petit peu et tout. Mais bon, mis à part ça, moi avec le ramadan, ça me dérange pas vraiment. À la sortie de cette première épreuve du bac, certains nous ont fait part de leur confiance, une confiance que tous ne partagent pas. Je suis toujours confiant, il faut toujours être positif. Je reste sereine en moi-même, j'ai confiance en moi-même. Moi, je pense juste qu'il faut être confiante et puis on verra les résultats. Je suis un peu inquiète. Je ne sais pas si je vais avoir le bac ou pas. À chaque lycéen, sa technique, entre ceux qui révisent jusqu'au dernier moment et ceux qui préfèrent se détendre après l'épreuve. Là, rentrant chez moi, je vais un peu réviser les maths. J'évite de réviser la veille, etc. C'est pas quelque chose qui me sert en général. J'ai révisé avant et puis là maintenant j'attends que les épreuves se terminent. Réviser l'histoire. C'est ça, réviser l'histoire. Certains élèves avaient hâte de commencer les épreuves, quand d'autres ont hâte qu'elles se terminent. J'avais hâte déjà d'être aux épreuves et tout, parce que voilà, je voulais juste voir les sujets et tout, voilà, et maintenant je pense que ça ira. On veut qu'elle passe au plus vite, hein. Comme ça après c'est les vacances. Demain, les lycéens plancheront sur les épreuves d'histoire, géographie et de mathématiques pour les filières générales et technologiques. Pour les élèves de la filière professionnelle, ce sera l'épreuve d'art appliqué et des cultures artistiques. Une semaine d'examen pour réussir son bac. KTV souhaite bonne chance à tous les terminales. Et bonne chance encore quelques jours avant la fin des épreuves. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. À suivre juste après, l'invité du temps de parole, le capitaine de police Sharouman Chamassi, qui au micro de Patrick Mian revenait ce matin sur l'assassinat du couple de policiers en métropole. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.